Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va encore monter dans le degré de réalisme puisqu'on va pirater une entreprise fictive de vente au détail en 6 étapes. Donc c'est ce qu'on appelle les endgames sur Hack the Box. Pour ceux qui connaissent, il y avait déjà Pentested qui avait monté ça de manière publique où en fait il monte un laboratoire d'une entreprise fictive et donc il faut pirater, hacker l'entreprise comme vraiment on est très proche de la vraie vie. Je pense qu'on peut difficilement faire plus proche à part hacker pour de vrai une entreprise qui est évidemment illégale. Donc restons dans la légalité et regardons ce endgame. Donc endgame c'est comme vous pouvez le voir hein, sur l'écran, c'est quand on a fini, enfin c'est accessible uniquement quand on a atteint le stade gourou, d'où le nom endgame je pense parce que ça signifie qu'on a fini à peu près toutes les box actives et que on a envie de continuer à s'entraîner. Et du coup ils ont introduit aussi les retired, hein, donc l'idée que comme les machines au bout d'un certain temps elles sont retired et on peut publier les write-up, ce que je suis en train de faire donc pour ce endgame. Et donc nous aujourd'hui on va juste faire le premier flag, le breach. Donc on a comme information que c'est une entreprise de vente au détail. Et on ajoute comme entry point une adresse IP. Donc à partir de là, comme d'habitude, on fait un scan, ce que j'ai déjà fait en amont de la vidéo pour gagner du temps. Je rappelle aussi que donc, comme je l'ai déjà fait, je vais directement suivre la bonne piste pour gagner du temps et pas faire une vidéo trop longue. Évidemment, dans la vraie vie, ça prend plus de temps. Et donc on a 3 ports ouverts, 25, 80, 443. Donc du SMTP, du HTTP et du HTTPS. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire? De l'énumération évidemment. Donc je vais aller au plus vite pour vous montrer l'énumération qui va nous servir dans le cadre du hack de cette entreprise. Entreprise d'ailleurs qui s'appelle, je crois qu'on le voit déjà, voilà. Humongous Retail. J'ai pas pensé à regarder si ça voulait dire quelque chose. À part Retail évidemment, mais Humongous, je ne sais pas trop. Donc, je me connecte. Ah oui, donc première chose à faire, vu qu'on a, comme vous voyez ici, un HTTPS qui est renvoyé par le port 80, une adresse HTTPS, il est utile de mettre dans votre fichier tchost la résolution DNS qui va bien pour que l'adresse IP renvoie sur ce hostname. Et donc du coup si on se connecte à ce hostname, on tombe sur un site qui semble en effet vendre jouets, robes, décorations, donc au détail. Alors ici ce qu'il y a d'intéressant à voir c'est le Join the Team en bas à gauche. Donc on peut envoyer un mail à l'équipe et donc ça confirme que le domaine c'est bien comme le site web, le domaine du mail. Ensuite ce qu'il est intéressant de voir c'est de faire un GoBuster comme on fait souvent. GoBuster, ah bah là j'ai déjà la bonne commande, dire-k donc pour de toute façon j'ai déjà fait des vidéos sur Access pour parler de GoBuster, donc je vous laisse vous référer à ces vidéos si vous connaissez pas. Et on lance. Donc il va trouver un certain nombre de choses. Celle qui est intéressante c'est le /remote qui quand on le met à la fin ça nous renvoie sur du Citrix Xenap. Donc ça semble être effectivement un accès distant pour les employés de cette entreprise. Et donc on a besoin pour se connecter d'un login mot de passe et du domaine. Le domaine, je pense qu'on l'a déjà. Si on regarde le résultat du Nmap, voilà, on l'a sur le port 25, on a le moyen de le savoir grâce au fingerprinting SMTP. Et donc le domaine c'est htb.local. Donc ce champ là on peut déjà le remplir, les deux autres champs par contre évidemment on ne le sait pas. On va pas s'amuser à faire du brute force puisque c'est pas la solution attendue et que dans la vraie vie c'est quand même compliqué de faire du brute force from scratch et en plus potentiellement c'est pas autorisé puisque ça bloque
les tentatives au bout de X tentatives. Alors continuons notre énumération. Une fois qu'on a vu tout ça, on peut faire une chose de plus, ce qu'on appelle du SMTP user enum. Donc comme son nom l'indique, c'est pour énumérer des utilisateurs SMTP. Donc pour ça, bon, je vais laisser tourner celui-là, même si c'est pas forcément utile, puisqu'il devrait rien trouver d'autre de plus intéressant, mais c'est pas grave, laissons-le tourner pour l'exhaustivité. Et donc il y a un script qui s'appelle SMTP user enum, qui est fait d'ailleurs je crois par Pentest Monkey, une fois de plus. Et donc ce script permet d'énumérer d'ailleurs je mets perl, mais je crois qu'on peut le lancer sans mettre perl devant. Ouais, voilà. Donc, alors l'énumération d'utilisateurs sur SMTP c'est relativement simple puisque il suffit de se connecter en telnet dessus et de mettre les bonnes commandes avec du, par exemple du VRFY, EXPN, ça dépend de la configuration SMTP. Et après en termes de liste d'utilisateurs, moi il y en a une que j'aime bien qui est cat user share word list metasploit name list. Voilà celle-là qui a pas mal de noms d'utilisateurs courants dans les entreprises. Et donc il me reste plus qu'à faire la commande suivante. Donc le nom du script. Nous on va utiliser -m rcpt, mais ça si vous ne savez pas il suffit de faire des trial and error, donc des essais avec des échecs, et vous allez finir par trouver celui qui fonctionne. -u c'est le fameux fichier que je viens de vous montrer, la liste des utilisateurs qu'on va essayer sur le serveur SMTP pour 25. Le domaine, comme on l'a vu pendant l'énumération, où il y avait l'adresse mail en bas à gauche sur le site web, c'est humangoosretail.com. Et donc la destination du serveur, le serveur SMTP en question, c'est distress3812. Donc en gros, on se connecte en telnet, on initie la commande RCPT et en fonction de sa réponse, on peut savoir si l'utilisateur qu'on rentre, si l'adresse mail qu'on rentre existe ou pas. Donc je sais plus si c'est long ou pas, donc dans le doute je vais mettre faire une petite pause. Voilà, c'est pas encore fini mais c'est en cours, on voit qu'effectivement il a déjà trouvé 3 adresses mail qui existent, IT, Legal et Marketing. Et donc maintenant on est quasiment sûr que la bonne piste, enfin une des bonnes stratégies pour attaquer cette entreprise, c'est de faire du phishing, qui est donc un grand classique, je pense que tout le monde connaît, même les utilisateurs néophytes, ou je dirais même les gens qui font pas d'informatique. Donc c'est un vaste sujet, c'est pour ça d'ailleurs que notamment j'ai voulu qu'on fasse ce endgame, puisque on n'avait pas encore abordé le phishing sur Acksize. Alors du coup le phishing, qu'est-ce qu'il y a à dire donc l'idée c'est évidemment donc de récupérer des informations, partir à la pêche, de tout fiche, d'informations en utilisant le plus connu, donc le mail. Donc en gros envoyer des mails aux utilisateurs d'une entreprise en essayant qu'ils nous fournissent des informations intéressantes. Dans notre cas, l'information qui nous intéresse, c'est le login mot de passe pour se connecter à distance sur cette entreprise. Donc dans la vraie vie, au niveau des audits, moi en tout cas dans ma boîte, on a rarement le droit de faire du phishing avec tentative d'exploitation. On a plus souvent des campagnes de phishing où le client souhaite simplement savoir quels sont les utilisateurs qui cliquent sur le lien suspect. Dans la vraie vie, par contre, exploiter du phishing, c'est pas si simple sur les entreprises. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, parce qu'avant c'était super easy, mais bon, le monde a bien évolué sur ce sujet et aujourd'hui c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que pour que la campagne du phishing fonctionne, il faut passer le filtre anti-spam. Si votre message est trop suspect, il n'arrivera même pas dans la boîte.
Il faut passer l'antivirus du poste, parce que si votre charge utile est détectée par l'antivirus, bah, ça c'est bloqué et la tentative de phishing marche pas. Il faut que le poste en question ait un software qui n'est pas à jour à exploiter. Typiquement le classique c'était Java, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Si on va dire le endpoint a une configuration propre et à jour, vous aurez du mal à exploiter quelque chose depuis une adresse mail, enfin depuis un mail quoi. Et enfin, il y a aussi le proxy filtrant sortant, qui donc si vous arrivez à franchir ces 3 barrières, il faut aussi que votre canal de command and control qui sort ne soit pas bloqué par le proxy filtrant. Bref, c'est pas si simple que ça, loin de là. Par contre, ce qui est beaucoup plus simple, et c'est ce qu'on va faire sur cette entreprise fictive, c'est de demander à l'utilisateur son login et son mot de passe tout simplement. Donc en quoi ça va être plus simple? Ça veut dire que l'anti-spam il aura plus de mal à filtrer le mail puisqu'il n'y aura pas de charge utile en pièce jointe du mail. L'antivirus du poste, il n'y a plus besoin de lui passer parce qu'il n'y a pas de binaire ou quoi que ce soit. Pareil, l'exploitation d'un soft pas à jour sur le poste, il n'y a plus besoin donc on s'en fout. Et il n'y a que le proxy filtrant qui reste un petit peu chiant à filtrer et puisqu'il faut que lors de votre campagne de phishing, votre domaine ait une réputation pas trop pourrie pour que le proxy filtrant sortant autorise la connexion à l'utilisateur. Bien, tout ça étant dit, il faut pas oublier un autre point, c'est que l'utilisateur, il faut faire un mail propre, sinon il va trouver ça suspect, il va pas cliquer dessus. Et je vais rappeler, puisque ça va être la hackeuse de la semaine, Fruitware, c'est son pseudo, sinon elle s'appelle Christine Robertson. Elle a fait un vieux post, ça date un peu 2017 je crois, si ma mémoire est bonne, mais que je trouve assez représentatif des différents points sur lesquels il faut faire attention pour garder la confiance de l'utilisateur. Donc l'adresse mail émettrice, le logo que vous utilisez, le vocabulaire, le fonts, donc en français la police de caractère, l'orthographe, les majuscules, minuscules, faut que ce soit propre, poli et crédible quoi. Donc tout ça pour dire, tiens c'est ça, de octobre 2017. Tout ça pour dire que effectivement pareil, le phishing a bien évolué et aujourd'hui vous avez des campagnes de phishing avec des mails nickel propres. Et donc on va mettre ça en exécution tout de suite. Alors pour cela je vais utiliser SE Toolkit qui je pense est assez connu mais je vais en parler un peu. Donc SE Toolkit pour SE pour Social Engineering. C'est donc un logiciel fait par David Kennedy principalement, qui permet donc d'utiliser le social engineering, donc le fait que la faille c'est l'utilisateur, pour entrer dans l'entreprise. Je rappelle d'ailleurs que c'est le point le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir un premier pied dans l'entreprise. Après ce sera plus simple, en général. Pour celle-là on verra, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je lance le SE Toolkit en tant que route. Nous ce sera donc d'une social engineering attack. On va faire un website attack vector. Et on va faire du credential harvester attack method. Donc en fait ça va consister simplement à cloner un site web. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut cloner? Il veut d'abord l'adresse IP back, pardon. Donc ça c'est notre adresse IP publique dans la vraie vie, mais nous comme c'est une entreprise fictive dans un VPN, on va mettre l'IP notre IP dans le VPN, notre IP attaquante. Et enfin l'URL à cloner, on va cloner cette URL là, puisque ce qu'on veut c'est que l'utilisateur, quand il va se connecter sur le site, il y a quelque chose qui ressemble à ça, pour qu'il mette ses credentials dedans. Voilà, une fois que ça c'est fait, il reste plus qu'à envoyer le mail. Donc envoyer le mail, pour cela je vais utiliser Swox, qui est donc un outil, il n'y a pas un man sur Swox.
Voilà, Swiss Army Knife SMTP, un outil qui facilite grandement on va dire l'interaction avec la SMTP. Puisque le serveur SMTP de l'entreprise est ouvert sur internet, on va évidemment envoyer ces mails directement sur ce serveur SMTP pardon. Et aussi pour information, là la configuration permet est assez laxiste on va dire, et permet d'envoyer facilement des mails, ce qui n'aurait pas forcément été le cas sur une autre entreprise. Donc il y a aussi une faille là au niveau de la configuration SMTP. Donc Swax, alors j'ai déjà préparé un corps de mail pour ne pas, pour tout simplement que vous n'ayez pas à lire, à attendre que je le tape. Donc c'est le coup classique de l'équipe informatique qui envoie un mail pour dire qu'il y a une maintenance, et donc est-ce que vous pouvez tester de vous connecter pour voir si ça marche toujours. Donc un truc assez réaliste, en essayant de ne pas faire de faute d'orthographe, tout ça. Et donc il me reste plus qu'à l'envoyer. Donc Swax. Alors tout, à qui je vais l'envoyer. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on a plusieurs adresses mail qui sont identifiées. Je l'ai fait où? Je l'ai pas fait là. J'ai dû le faire là. Ouais, ils sont là. Donc moi par exemple je pars de la fin, je vais faire la saves en premier. On pourrait le faire dans l'autre sens, mais évidemment envoyer ça à l'IT c'est un peu plus suspect parce que les gens de l'IT vont mieux se rendre compte que c'est pas eux qui envoient le mail. Donc il vaut mieux envoyer ça aux commerciaux qui ont tendance à être sales pour commerciaux, qui ont tendance à être moins regardants sur qui envoie le mail. Donc from, là pareil, le serveur SMTP est mal configuré et nous autorise à spoofer l'adresse mail source. Donc on va en profiter pour émettre un mail avec l'adresse mail de l'IT, comme ça paraît vraiment réaliste. Le serveur, c'est donc le serveur SMTP qu'on a vu grâce au Nmap qui est 10.13.38.12. Le port SMTP 25 et le body du mail, c'est ce que je vous ai montré juste au-dessus, body.txt. Et ma foi, on devrait être pas mal avec ça. Hop, c'est parti. Le mail est envoyé. Maintenant, il faut attendre pour voir si l'utilisateur va cliquer sur le lien et rentrer ses identifiants. Donc dans la vraie vie, évidemment, ça peut être long. Mais là, c'est comme si une entreprise fictive, c'est un robot qui va cliquer. Donc normalement, il n'est pas trop long. Si on s'est pas loupé. Mais là, ça m'inquiète un peu. Ah, je sais ce qui va pas. Je suis bête. Dans le mail, j'ai pas mis la bonne adresse IP. Le boulet, parce que j'avais préparé le body plus tôt, et du coup... Donc là, typiquement, ça serait dans la vraie vie, ça paraîtrait trop suspect que je renvoie le mail. Alors ce qu'on peut faire pour essayer de rester réaliste, c'est on va envoyer PO Sales, qui du coup ils vont trouver ça trop suspect d'avoir deux mails pareils mais avec deux IP différentes. Et du coup on va plutôt cibler le marketing. Il faut effectivement bien faire attention dans vos campagnes de ne pas vous faire avoir. 4 body, donc là j'ai bien remplacé par 10.14.14.4 qui était du coup ma bonne adresse IP. Et donc je peux envoyer le mail au marketing, ce nouveau mail qui est tout à fait pareil, hein, c'est juste que j'ai changé 10.14.14.6 en 10.14.14.4. Et voilà, le mail est parti. Est-ce que les gens du marketing vont cliquer dessus et renseigner leur credential? On dirait que non. Non, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Peut-être que ceux du marketing, ils sont plus intelligents et ils trouvent le mail suspect.
Ouais, parce que à part ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre le problème. 10, 13, 38, 25. Le body, 10, 14, 14. 4. 4 body, 10, 14, 14, 4. Bon, imaginons que c'est le fait que ce soit le marketing. On va essayer le troisième et dernier mail, puisque j'ai pas envie d'envoyer ça à l'IT. Le dernier mail c'était légal. On va voir si légal va cliquer sur le lien. 10, 14, 14, 4. 10, 14, 14, 4. Non, décidément. Bon, ben... Comme quoi, c'est pas facile, hein, le phishing. Tant pis, on va renvoyer aux sales. Bon, c'est pas propre, hein, dans la vraie vie, ce serait trop suspect. Sales from IT, server, body, allons-y. Ah ouais, voilà. Donc effectivement, il y avait que les sales qui cliquaient sur le lien. On peut voir que donc on a un login et un mot de passe récupéré donc grâce au formulaire et au phishing. Donc sur Xenap, on n'a plus qu'à tenter de voir si il a mis ses vrais credentials sans se tromper. Alors je crois que j'ai mis un espace en trop, je vais enlever le dernier caractère. Invalid try again. Donc je recommence mon copier-coller de manière propre, c'est-à-dire pas d'espace derrière ça, pas d'espace derrière ça. Hop, hop, domaine HTB. Ah voilà. Et voilà, on est logué à l'entreprise. Alors Xenap, donc Citrix et Xenap, pour ceux qui connaissent pas, c'est... je crois d'ailleurs que si on cherche ça sur Wiki, c'est plutôt bien expliqué. Xenap Wiki. Citrix Virtual, hop, ça me va. Ah, il y avait Xenap carrément à gauche, à droite. Ah voilà, bah ça expliqué par Citrix c'est encore mieux. Donc la virtualisation d'applications par Citrix. D'ailleurs, je me demande si Citrix n'a pas été racheté par Microsoft. Mais l'idée c'est que en fait on virtualise des applications pour gagner toujours pareil hein, en ressources et du coup faire des économies. Non, a priori Citrix n'a pas été racheté par Microsoft, c'est toujours Citrix, ok. Et du coup, pour se connecter, il suffit de cliquer sur la machine. Donc il faut quand même installer un receiver, ce qu'on appelle un receiver. Voilà, pour avoir ça, sinon vous n'aurez pas ça. Donc juste pour info, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais en gros, il faut aller sur Citrix et installer un truc quoi, qui est là, voilà. Et donc une fois qu'on a installé ça, et quand on a accès à Citrix, on clique sur le default. On clique ensuite sur Open with machin, ok.
Et donc ça ouvre un bureau à distance sur la machine. Voilà, on voit d'ailleurs le navigateur avec lequel elle s'est connectée, l'utilisateur ou l'utilisatrice s'est connecté sur notre lien. Et si je vire tout ça, puisqu'on s'en fout, je vais sur le bureau de cette utilisatrice. On peut même pas aller dans le download, dis donc. Voilà, ici on a le premier flag de cette endgame. Voilà pour cette première étape des 6 étapes pour hacker cette entreprise de vente au détail. Donc pourquoi on a réussi à rentrer dans cette entreprise, il y avait 3 grosses failles principales. La première, c'est donc la configuration SMTP qui nous a permis d'énumérer des adresses mail existantes et d'envoyer en spoofant l'adresse IP, l'adresse mail source aux utilisateurs. La seconde, c'est toujours le gros point faible qui restera toujours les utilisateurs et les utilisatrices. Donc il y a évidemment de la sensibilisation à faire, mais c'est pas si évident, c'est un vaste sujet à part entière. Et la troisième faille, c'est que en fait il suffit d'avoir le login mot de passe pour s'authentifier en remote à distance. Et donc s'il y a eu par exemple du double facteur, ça aurait été plus complexe pour réussir à avoir un pied dans l'entreprise. Mais c'était pas le cas ici, donc pour l'instant on a accès juste à l'ordinateur virtuel de cet utilisateur dans l'entreprise. À la semaine prochaine pour la deuxième étape pour aller plus loin. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis j'espère que ça vous a permis de faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.